Alors, il y avait déjà, je crois, au patrimoine mondial de l'humanité classé 1 des terroirs français, le Saint-Émilion, je crois le Val-de-Loire aussi. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'inscription de terroirs comme le Bourgogne, éminent s'il en est, le Champagne aussi, font que ce sont tous les vins français aujourd'hui qui sont célébrés, qui sont couronnés? Jean-Robert Pic. Pour moi, c'est un couronnement pour le vin d'une manière générale, alors qu'on assiste à une montée de la nouvelle prohibition dans notre pays et dans d'autres pays. Donc je trouve bien que l'UNESCO, qui est un organisme culturel, une agence majeure de l'ONU, reconnaisse deux des plus grands vignobles français et des plus grands vignobles du monde comme des éléments du patrimoine mondial de l'humanité et des éléments de la culture commune de tous les hommes à la surface de la Terre. Donc c'est une belle nouvelle. Les vins français sont consacrés dans leur ensemble, en fait. Oui, les vins français, mais il y a plein d'autres vignobles qui sont consacrés. C'est l'effort consistant à vouloir faire du bon vin qui est consacré. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, avec deux méthodes très différentes, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir la Bourgogne d'une part et la Champagne de l'autre consacrée la même année, parce que la Champagne, c'est la méthode de l'assemblage, tandis que la Bourgogne, c'est la méthode du terroir tout nu, si je puis dire, ce qu'on appelle le climat en Bourgogne, c'est-à-dire parfois une toute petite parcelle de quelques milliers de mètres carrés qui produit quelques centaines de bouteilles et sur laquelle on pratique un sport qui s'apparente au trapézisme sans filet, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On fait le vin que donne le millésime et le terroir cette année-là, avec le génie du vigneron. Alain Razingue, vous qui êtes œnologue, qui êtes de ceux qui font le vin, ce que nous dit Jean-Robert Pitt, finalement, c'est que cette décision de l'UNESCO, ça consacre le geste, l'art du vin. Oui, parce qu'en fait, on peut considérer que ce n'est pas une seule génération qui est primée ou promue à ce niveau-là. C'est en fait toute une succession de générations qui ont conduit à cette qualité, à cette reconnaissance. C'est l'histoire, en fait, qui parle. Hein. Ça ne s'est pas fait, excusez-moi, du jour au lendemain. Et il y a réellement un travail qui a été consacré par cette reconnaissance. Moi, je suis moi-même vigneron quelque part, et quand on regarde ses propres vignes, on regarde également nos anciens, quoi. Et c'est eux qui nous ont apporté ça, c'est eux qui nous ont transmis un savoir et une culture aussi. Et ça va changer quoi alors pour les vignerons, pour tous ceux qui vivent de la vigne? D'abord, je pense une fierté personnelle, une fierté pour chacun d'entre eux, parce que cette reconnaissance, encore une fois, c'est une reconnaissance du travail accompli par un grand nombre de personnes, mais c'est également le fait de pouvoir, au travers de cette reconnaissance, faire montrer l'image de ces terroirs, l'image de cette technique d'élaboration pour la Champagne en particulier. C'est important par rapport à la commercialisation du vin, c'est important par rapport à l'image que donne le vin également à l'extérieur, aussi bien pour la France que pour les étrangers qui viennent en France pour la gastronomie, pour le vin, pour notre histoire et cette culture. Olivier Pouls, Alain Razingue, il nous parle de l'histoire, mais ça remonte, c'est très très ancien, le vin en Bourgogne par exemple. L'histoire du vin en Bourgogne ou en Champagne, il a 2000 ans, cette histoire a 2000 ans. Dès les Romains, on a des écrits qui témoignent effectivement de la présence de vignes et de la qualité d'ailleurs des vins qui y étaient produits, très différents de ceux d'aujourd'hui bien sûr. On peut dire ensuite qu'il y a une deuxième phase dans cette histoire qui arrive vers le 11e, 12e siècle avec l'expansion religieuse, la création des monastères qui eux-mêmes se mettent à promouvoir la vigne, à la cultiver, à développer les techniques. On va parler de la Champagne tout à l'heure, la naissance de cette fameuse deuxième fermentation en bouteille, même si elle n'est pas totalement originaire de Champagne, c'est là qu'elle a été développée et c'est là qu'elle a pris tout son essor et tout son envol. Et puis les terroirs de Bourgogne, de la même manière, quand l'abbaye de Cluny ou l'abbaye de Cîteaux ont commencé avec les moines à faire ce morcellement, à délimiter les parcelles, à savoir à quel endroit il fallait planter de la vigne, à quel endroit il ne fallait pas la planter, à juger les goûts, à savoir que d'un endroit à l'autre, le raisin n'avait pas le même goût parce que le sol n'était pas le même, à comprendre tout ça. Aujourd'hui, c'est l'héritage de ces milliers d'années qui est salué. Et ça, c'est très spécifique. Il y a beaucoup de pays dans le monde où l'on produit aujourd'hui du vin et où on rêve un jour d'avoir cette histoire et cette délimitation. Catherine Agelasto, les Romains
les moines. Et aujourd'hui, dans nos palais, dans votre palais, vous qui nous guidez vers les meilleurs crus, qui nous conseillez comme sommelière, ça consacre quoi pour vous ce classement au patrimoine de l'humanité? C'est une véritable consécration pour moi dans la mesure où je suis bourguignonne de cœur. Donc oui. ça ne pouvait pas me faire plus plaisir. C'est les vins qui m'ont procuré le plus d'émotions, qui ont le plus de complexité, toujours à mon avis. Et c'est effectivement une grande joie, une grande émotion de voir tout ce travail qui a été accompli, qui a été transmis et qui permet de pérenniser cette transmission. Parce que ça, je crois que c'est très important. J'espère que dans 2000 ans, l'homme sera encore là et qu'on pourra toujours contempler ces magnifiques parcelles et goûter ces vins avec autant de plaisir. Et qu'on va aller de plus en plus vers des vins de terroir, au détriment de certains vins qui sont un peu trop techniques, bon, pour des raisons économiques qu'on peut comprendre. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça met vraiment une grande concentration au terroir. Vous avez raison, c'est intéressant, et on y reviendra tout à l'heure, de faire la différence entre les vins de terroir et les vins dits techniques. Oui. Mais Jean-Robert Pirtsch, je vous ai vu sourire à l'instant en évoquant 2000 ans devant nous. Je pense que dans 2000 ans, puisqu'on sera là, bien sûr, ou en tout cas nos enfants sont là, les vins seront meilleurs qu'aujourd'hui. De même que les vins d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux d'il y a 10 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 50 ans, y compris les vins technologiques qui manquent d'émotion, c'est évident, mais qui sont des vins buvables aujourd'hui, alors qu'il y avait il y a 30 ans. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler sur la vigne et le vin en 1969, pour mon mémoire de maîtrise, dans une petite région qui s'appelle le Bugey, il fallait s'accrocher à la table pour boire certains vins, vraiment. Et aujourd'hui, il y a eu des progrès immenses qui ont été faits grâce aux œnologues, grâce à des viticulteurs qui ont fait des études, qui font très attention, grâce à des consommateurs éclairés qui sont de plus en plus nombreux partout dans le monde, y compris dans des régions où on n'imaginait pas qu'il y aurait un jour des consommateurs de vin comme l'Inde, comme la Russie, comme le Japon, comme la Chine, qui sont aujourd'hui des consommateurs importants de vin. Et s'il n'y a pas de consommateurs éclairés, il n'y a pas de bon vin. Un mot quand même sur ce que représente dans sa réalité ce patrimoine mondial. Il y a un millier d'éléments différents, de choses différentes qui sont classées comme étant des choses qu'il faut protéger sur la planète. Et le vin, eh bien, il y a très peu de crus. Il y a quelques crus portugais. Il y en a une dizaine. Il y a le Tokai, il y a le Cinque en Italie, il y a l'Alto Douro où l'on produit le Porto, qui est une région absolument merveilleuse. Mais il y en aura d'autres, incontestablement. Je pense que cultiver la vigne, créer des paysages magnifiques, créer une culture complexe aussi, créer un attachement à un endroit, exactement comme construire une abbaye ou une cathédrale. Et donc il y a quelque chose de comparable entre un beau vignoble et une belle cathédrale. Bravo pour la comparaison, mais en l'occurrence donc un Hongrois, un Italien, un Espagnol, un Portugais et 5 donc terroirs français. Et on va revenir en image tout de suite sur ce classement au patrimoine de l'humanité des climats de Bourgogne. C'est le terme consacré, et puis aussi des couteaux championnats dans un instant. Mais d'abord les climats de Bourgogne, avec cette bande de 60 km en Côte d'Or, entre Beaune et Dijon, 1247 parcelles, d'une vigne qui produit presque pour chacune des parcelles des vins différents. Reportage sur celle de l'un des vins les plus chers du monde, la Romanée-Conti, Stéphanie Gillon et Arnaud Fora. Là, nous passons devant la croix qui est l'emblème de ce climat de la Romanée-Conti. Derrière cette croix, des vignes de légende, celles qui produisent le vin le plus cher du monde, la Romanée-Conti. Une petite parcelle d'1,8 hectare seulement, ici on l'appelle un climat, qui n'a rien à voir avec celle située juste au-dessus. Cette vigne qui s'appelle la Romanée, qui est un grand cru aussi, qui est plus petit que la Romanée-Conti, qui fait 0,80 hectare. Et ça, ici, c'est la Romanée-Conti. Voilà, qui va jusqu'à la voiture là, qui est garée. Qu'est-ce qui change entre ce vin-là et ce vin-là, à quelques mètres d'écart? Alors, la géologie de cette parcelle-là et la géologie de celle-là ne sont pas exactement les mêmes. Il y a 2 mètres d'écart? Oui, mais vous avez une faille là qui fait que vous avez une différence de profondeur de sol, vous avez une différence de roche. Je pense que là, dans les 2 cas, la roche est très faillée et permet aux racines de plonger profondément. Mais vous voyez, les racines plongent profondément, elles vont chercher des substances qui ne sont pas exactement les mêmes dans les 2 cas. Et ces différences s'expriment dans le vin. Les climats, c'est donc avant tout une exception géologique. Accrochée aux pentes des côtes de Nuits et de Beaune, au sud de Dijon, sur 60 km, une mosaïque de parcelles, 1247 au total,
et autant de reliefs, d'expositions, de sous-sols de météorologie différentes. Un véritable don de la nature, cultivé par l'homme depuis le 7e siècle. Je vais vous montrer la carte de la côte viticole, donc Côte de Nuit, Côte de Beaune, de 1861. Donc vous voyez toutes les petites parcelles qui sont déjà notées avec chacune leur nom. Hein, vous voyez avec les bois qui sont au-dessus. Hein, et chacune des parcelles est individualisée. Et ça, ce sont vraiment les climats. Avec Chambol, Morée, Gevrey-Chambertin qui est ici. Souvent, il y a les noms des propriétaires, comme ici à Gevrey avec le Clos de Bèze, hein, qui fait partie du Chambertin. Il n'y en a eu aucune qui ressemble à une autre. C'est vraiment... Il n'y a pas deux vins qui se ressemblent. Alors, on essaie de faire. Alors, ça c'est tout l'art du vigneron, parce qu'il y a le potentiel qui est dans les vignes. Après, le vigneron, il faut qu'il exprime ce potentiel. Et pour l'exprimer, ce potentiel dans les climats, la fermentation constitue l'une des étapes cruciales. La fermentation va magnifier, va faire comme une loupe grossissante de ces différences de terroir, hein, et donc de composition des raisins. Tout le potentiel est dans les raisins, hein, parce que ça vient des vignes, mais la fermentation va donner ces grandes orientations de différence entre les vins les uns les autres. Après 8 ans de travail intense pour défendre leur dossier, la consécration est donc enfin venue pour les Bourguignons. On a hérité d'un patrimoine, on a hérité d'une histoire, d'une culture, de produits de terroir exceptionnels, je voudrais le redire. Et donc on doit les préserver, les faire connaître, les transmettre, et on est prêt à accueillir le monde entier. J'ai à la fois de la joie et de la crainte. De la joie, évidemment, comme tout le monde, de voir que les climats sont récompensés et reconnus. Et la crainte que j'ai, mais elle n'est sans doute pas fondée, c'est ce qu'on va me dire, c'est que les prix des vins que j'aime boire n'augmentent considérablement dans les semaines, les mois, les années à venir. Jurez-vous de gérer le territoire des climats dans le respect des valeurs de l'UNESCO et de celles de la Bourgogne? Prochaine étape, l'inauguration d'une cité des vins de Bourgogne à Beaune en 2018. Oui, je voyais Catherine Gelasto qui faisait en bonne bourguignonne. Oui. Mais vous voyez, on va nous accuser de faire monter les prix. Alors, c'est d'ailleurs la question d'un téléspectateur de C'est dans l'air. Au-delà d'un certain prix, le vin ne devient-il pas un objet de spéculation plus que de dégustation? 15 000 € la bouteille. Ah, mais oui, bon, là, on est dans des sphères qui ne concernent pas grand monde. Cela dit, là, c'est de la spéculation. Ce n'est pas le prix de vente du vin. Il y a personne, aucun vigneron ne vend 15 000 € sa bouteille. Oui, mais alors, qui les vend? Ce sont les négociants, entre-temps, d'autres négociants? Non, des spéculateurs qui savent que c'est une certaine... Il y a très peu de personnes qui ont le droit, enfin, qui peuvent, acquérir ces bouteilles, parce qu'il faut être sur une liste d'attente. Enfin, c'est des quotas. Si vous avez la chance d'en avoir, certains les revendent. C'est ce contre quoi se bat Hubert de Villene, d'ailleurs. Mais alors la Romanée Conti ou le Côte de Nuit, très cher, il est vendu combien par le vigneron? Ça peut aller jusqu'à au-delà de 15 000 €, c'est clair. Oui, donc le vigneron, c'est pas ce que vend le domaine. Ouais. Et Hubert de Villene aimerait que les gens qui achètent ces vins le boivent. Et pas par le propriétaire. Hein. Une caisse du domaine de la Romanée Conti, ça vaut très très cher, mais ça ne vaut pas 15 000 €. Et combien il le vend alors Je pense que pour ceux qui ont le droit, ça dépend des millésimes, mais ceux qui ont droit à une caisse, ceux qui sont sur la liste, donc qui sont des restaurateurs, qui sont des cavistes, qui sont des importateurs, pour une dizaine de milliers d'euros, peuvent avoir une caisse de 12 bouteilles dans laquelle il y a 1 ou 2 bouteilles de Romanée Conti, mais il y a aussi des vins merveilleux qui sont une Tâche, qui sont une Romanée Saint-Vivant, qui sont des Échezeaux, des grands Échezeaux, etc. Il y a une équation qui est très simple. Il y a aujourd'hui moins de 6 000 bouteilles de Romanée Conti qui sont produites tous les ans. Il y a des millions de gens sur Terre aujourd'hui qui rêvent d'en boire. On ne peut pas servir tout le monde. On ne peut pas agrandir la Romanée Conti. Ça fait 1,8 hectares. Donc ça fait monter les prix. C'est de la demande, vous savez. On est là sur des niches, des vins absolument uniques, magnifiques, etc., mais produits en très, très, très petite série. C'est exactement la même chose que lorsque Ferrari sort une série limitée de 12 voitures. Il n'y a plus de prix. Il y a aujourd'hui, effectivement, plus de prix pour une bouteille de la Romanée Conti quand elle a quitté le domaine, ou plus de prix pour une bouteille de Richebourg d'Henri Jaillet,
qui aujourd'hui est même décédé. Il en reste quelques bouteilles que des collectionneurs milliardaires partout dans le monde vont s'arracher. Alors, plusieurs choses. D'abord, j'ai pas très bien compris combien le domaine lui-même vend-il initialement parmi ces bouteilles qui sont fameusement les plus chères. Sur la Romanée Conti, c'est difficile à savoir parce qu'elle n'est pas vendue à l'unité. Ouais. Elle est vendue dans une caisse qui contient 12 bouteilles, ce qu'expliquait Jean-Robert, dans laquelle vous avez une ou deux bouteilles de Romanée Conti ainsi que d'autres bouteilles. On a essayé de décortiquer à peu près. La bouteille de Romanée Conti sortie du domaine vaut entre 2 et 3 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. Et on est très loin des 15 000 prix auquel elle se revend aujourd'hui sur le marché parallèle. Donc le producteur ne touche même pas à ces 15 000 euros initiaux, c'est ça? Bien sûr. Mais alors, évidemment, il y a beaucoup de vins qui sont vendus très cher à la sortie de la propriété. On peut parler de Bordeaux, où des premiers grands crus classés sont sortis à plus de 500 ou 600 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, aujourd'hui, le coût moyen de production d'une bouteille, quels que soient d'ailleurs les terroirs, les zones, etc., varie entre 7-8, on parle de grands crus, de vins de qualité, entre 7-8 et une quinzaine d'euros. Ça, c'est ce que ça coûte à produire. Je voudrais que vous nous expliquiez quelque chose. Vous avez parlé à l'instant de listes d'attente, ceux qui avaient droit ou ceux qui n'ont pas droit. Qu'est-ce que c'est que il y a une sélection et... Non, c'est pas une sélection. C'est des clients qui étaient là il y a 30 ou 40 ans, qui ont acheté tous les ans du vin. Et qui sont servis, tous ceux qui voudraient être... c'est logique. Ils sont récompensés pour la fidélité. Depuis 30 ou 40 ans, il n'y a pas de raison qu'on vous raye de la liste parce que M. Duchesnock a décidé qu'il voulait de la Romanée Conti, pour ne citer que ce domaine-là. Encore, c'est une question de volume de production. En Bourgogne, aujourd'hui, il y a une demande qui est 10 fois supérieure à la production. Un château bordelais produit 300-350 000 bouteilles de son premier vin. On peut servir à peu près tous les amateurs de la planète entière avec une ou deux bouteilles. En Bourgogne, quand vous faites 6 000 bouteilles ou quand vous faites 300 bouteilles, ce qui arrive à certains vignerons qui ont une ouvrée, par exemple, de Musigny, vous avez 300 bouteilles pour le monde entier, il n'y a plus de prix. Alors, vous pouvez téléphoner, demander... C'est quoi, il n'y a plus de prix? C'est le prix de la spéculation. C'est ce que quelqu'un, c'est ce qu'un Chinois, par exemple, est prêt aujourd'hui à mettre pour cette bouteille, 4, 5, 10, 15 000 euros. Ouais. Ça s'est vu. Jean-Robert Pic. Oui, la Romanée Conti se vendait il y a quelques jours à la boutique Hortax de Roissy à 25 000 euros. Pour un millésime récent. Ah oui. Mais ce que je voudrais dire, sans vouloir contredire Olivier Pouls, c'est que quand il parle du prix de revient d'une bouteille qui n'est pas très différent entre un grand cru et un vin moyen, sauf qu'il y a l'amortissement du prix du terrain. Et aujourd'hui, la spéculation sur la terre à vigne dans les grands crus a atteint des sommes folles. En Champagne, par exemple, puisqu'on parle aussi de la Champagne qui a été classée à l'UNESCO, un hectare de vigne vaut actuellement entre 1 million et 1 500 000 euros selon les crus. Et en Bourgogne, on a vu il n'y a pas très longtemps une parcelle de 428 mètres carrés en Montrachet se vendre 1 million d'euros pour 428 mètres carrés. Et on a vu un domaine de 10 hectares être vendu 100 millions d'euros, c'est le Clos des Lambrais. Alors, Zingle, est-ce que paradoxalement, ça n'inquiète pas les professionnels du vin de voir ces prix s'envoler? Parce qu'ils disent qu'ils ne pourront pas suivre un jour, peut-être? Je pense en particulier à la Bourgogne, qui est un vignoble traditionnellement familial. La succession devient hors de prix. On voit, je veux dire, réussir sa succession par rapport à ses enfants. Il vaut mieux être quelqu'un du Midi que quelqu'un de Bourgogne, quoi, hein. Parce que sinon, et ce qui vient d'être dit, donc, c'est justement ça, c'est-à-dire qu'il faut prévoir cette succession si on veut pouvoir transmettre ce patrimoine. On parle de patrimoine, un patrimoine, ça se transmet également aux générations futures. Il ne faudrait pas que ce soit des sociétés d'assurance ou des investisseurs étrangers qui viennent s'emparer de ce patrimoine. Alors, peut-être, je ne voudrais pas être trop iconoclaste non plus, mais... quand on parle de ces grands vins, la Romanée, la Tâche, etc., on a des prix fabuleux. Mais on oublie que juste à côté, il y a des parcelles qui sont tout à fait abordables. Il suffit des fois de traverser le chemin et on peut avoir certaines années et certains millésimes, parce que le millésime s'y prête, parce que le vigneron, cette année-là, a eu le coup de génie de faire une vinification un petit peu différente, etc. Vous proposez des vins à des coûts tout à fait abordables, avec des saveurs et des sensations très proches de ces très grands vins. Proches de ces grands vins. Mais est-ce que ça reste, les autres restent quand même de très grands vins. Oui, mais alors très bien. Vous nous dites, à côté des très grands vins très très chers, on va trouver d'aussi très bons vins. Mais est-ce que ces vins-là, et est-ce que tous les vins de Bourgogne par exemple, vont pas devenir inaccessibles au commun des mortels? Quand on aime bien voir du Bourgogne, eh ben, ça va nous coûter très cher. Oui, immanquablement. Je pense que la Bourgogne, de toute façon, c'est 28 000 hectares. Elle ne peut pas s'agrandir. Il y a de plus en plus de consommateurs dans le monde. On a vu le marché chinois s'ouvrir aujourd'hui à la consommation du vin. Ils sont demandeurs.
il va y avoir... c'est normal. Alors, on va plus pouvoir... Le marché français, c'est 60% du marché du vin en France. C'est quand même considérable. Si les consommateurs français peuvent plus y accéder... Vous savez, vous avez deux choses qui sont en train de se produire. La première, c'est qu'effectivement, avec l'explosion du prix du foncier, vous avez un appel de capitaux extérieur à la Bourgogne. Les familles aujourd'hui ne peuvent plus acheter les terres qui sont mises en vente. Donc ça finit effectivement chez François Pinault, Bernard Arnault, des compagnies d'assurance ou des investisseurs étrangers. Donc eux viennent effectivement aussi pour rentabiliser leur investissement. Donc ils font monter les prix, c'est mécanique. Et puis vous avez une demande qui est croissante pour ces vins-là. Et même les vignerons aujourd'hui qui ont toute la meilleure volonté du monde et qui aimeraient bien vous céder leur vin à un prix, et il y a encore de très nombreux vignerons qui le font d'ailleurs, sont obligés de prévoir leur succession et de prévoir de mettre de l'argent de côté pour le jour où ils vont devoir le payer. C'est dramatique, c'est triste, mais comment peut-on l'arrêter? Mais est-ce que il n'y a pas une part aussi d'artifice, un peu comme dans le marché de l'art, où parfois on cherche à surcoter un artiste pour le vendre mieux après? Évidemment, et il n'est pas dit que cette bulle n'explose pas un jour. On l'a vu à Bordeaux, ça s'est produit il y a très peu de temps. Bordeaux est monté à des niveaux sur le millésime 2010 qui étaient ridicules. Aujourd'hui, les prix sont redevenus un peu plus raisonnable. Je pense qu'ils vont continuer à baisser. On verra un petit peu ce que donnera le millésime. Mais aujourd'hui, les 2010 sont en dessous de leur prix de sortie en termes de cotation. Donc évidemment qu'il y a des bulles. Il y a peut-être quand même aussi des facteurs qui sont des facteurs humains. On a des prestataires d'opinion, mon collègue journaliste, les sommeliers, etc., qui peuvent également faire la pluie et le beau temps dans cette affaire-là. Il faut le savoir. Ça, c'est un avertissement aux médias. Ça. Non, mais c'est vrai. Ça peut arriver, effectivement, qu'il y ait des montées comme ça. On fait monter la mayonnaise, etc., parce qu'effectivement, on a eu un coup de cœur. Et ça peut entraîner, effectivement, des fois, des excès. Catherine Agelasto, qu'est-ce que vous dites à vos clients? Vous n'avez pas forcément que des clients extrêmement riches, par exemple. Quand vous avez des clients qui cherchent à avoir des bons vins pas trop chers, on trouve encore des choses en Bourgogne? Il y en a. Il y en a, même beaucoup. Et si je peux me permettre, la fixation des prix en Bourgogne n'est quand même pas la même que via la place de Bordeaux. Et je connais énormément de vignerons qui travaillent divinement bien, qui sont parmi les meilleurs et donc les plus réputés, qui ont très très peu augmenté leur vin depuis des années. On n'a jamais vu des vins se prendre 240% dans une année en Bourgogne. Je ne parle pas de spéculation. C'est la rivalité avec Bordeaux. Hein. Non, mais je connais quasiment aucun vigneron qui a augmenté ses prix de cette manière-là. Peut-être 5%, 10%. Alors les 3 derniers millésimes, il y a eu très peu de production. Donc effectivement, si on regarde sur 5 ans, il y a une augmentation qui est notable. Mais on n'a pas des yo-yo comme ça énormes. Et là aussi, ça peut peut-être mieux se justifier par rapport à la production. Robert Pitt, comment est-ce que dans une région qui est comme ça très délimitée, on peut arriver à distribuer des pinots noirs de base, des bourgognes de base, pas trop chers dans tout le pays? Comment on fait? Il y a des faux bourgognes, des vrais bourgognes Je suis fonctionnaire, donc beaucoup de vins me sont inaccessibles, hélas. Donc je trouve que c'est une invitation à la curiosité et à aller chercher un peu, à tirer dans les coins, à aller chercher dans des vignobles que j'appelle les belles au bois dormant. Et en Bourgogne, il y en a. Par exemple, dans le Mâconnais, vous avez quelques très grands vignerons en Mâconnais qui font des chardonnays, des vins qui ont l'appellation Mâcon-Viré, Pouilly-Fuissé, etc., qui sont absolument merveilleux et qui sont très abordables par rapport aux grands Bourgognes blancs qui sont inaccessibles. Vous avez sur la côte chalonnaise quelques très grands vignerons. C'est quoi très abordable? Vous avez pour 15 € de très 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 beaux Mâcons, magnifiques. On n'est pas dans les 15 000, c'est 1000 fois. Pas 15 000 €, mais 15 €. Et à Bordeaux, pareil. À Bordeaux, vous avez des grands crus qui sont vendus à plusieurs centaines d'euros en primeur, et vous avez des Bordeaux supérieurs, parfois, qui sont absolument merveilleux, remarquables, pour une dizaine d'euros. Donc, ce n'est pas aussi complexe ni aussi long en bouche, mais vous avez toute une hiérarchie de vins dans tous les vignobles français, et vous avez des vignobles aussi qui sont peu connus, dans lesquels les vins sont bon marché. Je pense aux Côtes-du-Rhône, je pense aux nouveaux vins du Languedoc aussi. Il y a quelques vignerons stars en Languedoc qui vendent leurs vins très chers, mais il y a aussi de très grands vignerons qui vendent des vins abordables. La vallée de la Loire, il y a des vins exceptionnels de toute catégorie, des blancs secs, des blancs moelleux, des blancs liquoreux que personne ne connaît. Et vous oubliez l'Alsace, où il y a des très grands vins abordables aussi en Alsace. Au-delà d'un certain prix, de toute façon, la qualité intrinsèque du vin est déconnectée de sa réalité tarifaire. Aucun vin n'est bon 15 000 €. Ça n'existe pas. Il y a pas un vin vendu 15 000 € n'est pas 1000 fois meilleur qu'un vin vendu 15 €. C'est pas vrai. On est uniquement là dans la recherche
de noms, de marques. En Bourgogne, ce sont les appellations qui sont devenues des marques. On veut du Meursault, on veut du Chassagne-Montrachet, on veut du Puligny, mais on oublie que juste à côté, effectivement, il y a Saint-Romain, il y a Saint-Aubin, il y a Givry, qui sont des appellations qui sont aujourd'hui beaucoup moins prestigieuses. La qualité des vins n'est pas si éloignée finalement, et le prix est 3 ou 4 fois moins cher. Et en Champagne, il y a des récoltants manipulants qui font des vins merveilleux, qui valent beaucoup, beaucoup moins cher que les grandes cuvées des grandes maisons. Alors, Alain, oui, on peut penser quand même que le phénomène de l'exportation a grandement contribué à gonfler cette bulle financière. Moi, je me souviens quand j'étais jeune étudiant en œnologie à l'époque, ou agronome, on pouvait toucher des grands crus bordelais, des grands châteaux bordelais ou des grands crus bourguignons à des prix tout à fait abordables. Je pense que le fait, l'envolée de l'exportation, et notamment l'exportation en direction, je dirais, de personnes qui avaient les moyens. En un premier temps, les États-Unis. Oui, les États-Unis, entre autres. Et bien, maintenant, on retrouve avec l'Orient, etc. On retrouve là des gens qui ont des finances colossales, les Russes également, et qui sont capables de donner, de faire ces types de prix, quoi, qui font que le Français moyen, comme vous l'avez si bien dit, ne peut pas profiter, ne peut pas déguster ces vins-là. Moi, j'ai la chance d'avoir quelques étudiants qui sont placés dans ces grands crus, dans ces grands châteaux, et qui ont quelques souvenirs de leurs vieux professeurs et qui me permettent d'en goûter. Je voudrais comprendre quelque chose. Vous nous avez, ce sont les climats de Bourgogne qui ont été classés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est les climats de Bourgogne? Un climat, en fait, c'est un micro-terroir. Les Bourguignons avaient des petites parcelles, comme c'était le cas un petit peu partout en France, sauf dans certaines zones. Ils avaient des petites parcelles, mais ils ont eu, par l'antériorité technologique, l'idée de vinifier ces petites parcelles dans des petits récipients qu'on appelle des barriques ou des fûts. D'accord ? Et donc, ça a tout changé. Et cette vinification en petits récipients leur a permis de comparer les fûts entre eux. Partant de là, ils se sont aperçus qu'il y avait des différences significatives entre des vignes qui étaient proches, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, qui étaient différenciées par le microclimat, par quelques cailloux en plus ou en moins, et ils ont remarqué que les différences gustatives étaient... Quand l'UNESCO classe les climats de Bourgogne, elle classe quoi? Le savoir-faire, la terre, les maisons? Qu'est-ce qu'on classe? Tout un ensemble. Elle classe en fait un vignoble qui est organisé sur le mode des climats, et dans lequel il y a évidemment des villages magnifiques, des vignobles qui sont beaux à regarder, et qui représentent un paysage exceptionnel. Oui, c'est même le paysage alors. Oui, ouais. et un certain nombre de monuments, parmi lesquels il y a la ville de Dijon, puisqu'il se trouve qu'au dernier moment, le centre-ville de Dijon est rentré dans... A été classé aussi. A été classé, mais des monuments comme ceux de la ville de Beaune, par exemple, comme les hospices de Beaune, ou comme le Clos de Vougeot, le château du Clos de Vougeot, qui est une merveille, et qui est le symbole de On peut considérer que c'est une culture complète qui est classée aujourd'hui. Oui, c'est un savoir-faire. Il y a toute une partie matérielle, il y a une partie matérielle, donc c'est dans la catégorie du patrimoine culturel, mais matériel, mais il y a aussi une partie immatérielle. C'est ça. Donc là, c'est climat de Bourgogne. C'est-à-dire c'est une manière de concevoir le vin et de concevoir la façon de caresser la vigne sous le menton pour lui faire donner le meilleur d'elle-même. Oui. C'est ça. Jolie formule. Le climat de... Caresser la vigne sous le manteau. Sous le menton. Le menton, pardon, bien sûr. Enfin, et sur le menton, on fait autre chose. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure, Olivier Pouls, d'un monsieur Henri Jaillet qui a l'air d'être une sorte de pape de la Bourgogne, qui est décédé maintenant. Mais qu'est-ce qu'il a changé? Qui était ce monsieur? Alors, Henri Jaillet est un vigneron. Qui a été vigneron pour son propre compte, mais qui a aussi été métayer d'un grand domaine qui s'appelle le domaine Méo-Camuset, et qui est un vigneron qui, dans les années 70 et 80, était en quelque sorte un peu précurseur. Il faut se rappeler qu'à l'époque, vous savez, on parle aujourd'hui de la Bourgogne flamboyante, de tous ces vins qui s'arrachent dans le monde entier. Dans les années 70, le vignoble français et la Bourgogne comprise sont dans une crise très profonde. Les vins ne se vendent pas, se vendent mal. Il n'y a pas de candidats. Les vins ne sont pas très bons, puisque le vignoble a été replanté sans beaucoup de moyens sur des porte-greffes qui ne sont pas très qualitatifs. On travaille un peu comme on peut, et l'hygiène dans les caves est franchement pas terrible. Et Henri Jaillet a une idée très simple, finalement, qui aujourd'hui semble bête, c'est qu'il considère que pour faire du bon vin, il faut avant tout des bons raisins. Et qu'en ayant des raisins mûrs et sains, et en ayant une cave saine et des fûts neufs et propres, eh bien, ce qu'il en sort, c'est un meilleur vin. C'est juste ça. C'est juste ça au départ. C'est juste ça au départ. Alors, il a la chance, effectivement, de remettre une petite parcelle de premier cru qui s'appelle le Cros-Parentou, qui avait été arrachée parce que trop compliquée à travailler, trop dure, trop caillouteuse. Il la replante.
il y produit un vin absolument magnifique, il a la chance de travailler quelques très beaux terroirs, et il amène une définition, on va dire, moderne dans le style du vin, c'est-à-dire un vin qui retrouve son goût de fruits, qui se débarrasse de ses défauts d'acidité volatile, de ceci, de cela. Et il est le chef de file d'une école qui ensuite va amener dans la Bourgogne moderne des changements assez radicaux. Catherine Gilesto, vous vouliez rajouter, pardon? Oui, non, il a tout ce qu'a dit Olivier, bien sûr, et il prônait les sélections massales qui sont pas quelque chose de forcément évident. Aujourd'hui, on a beaucoup de clones. C'est la reproduction des pieds de vigne. Oui. Lui a fait beaucoup de sélections massales. On peut faire des clones. Qu'est-ce que vous appelez les sélections massales? C'est la sélection. On sélectionne dans sa vigne les plus beaux pieds et après on fait des bouturages. Et on demande pas à un pépiniériste de faire un clone qui va reproduire le meilleur. Quasiment. On le fait naturellement. Qui va lisser les goûts puisque ça va être un clone. Un clone, c'est une copie. Ouais. Alors, ce qu'il a surtout reproché, c'est qu'on se soit cantonné à quelques clones seulement. Alors qu'aujourd'hui, on a à disposition en pinot noir beaucoup plus de clones. Et ceux qui travaillent avec beaucoup ont des variétés, des complexités plus intéressantes. Si sa méthode, si j'ai insisté sur ce personnage, c'est parce qu'au fond, c'est aussi un peu sa méthode qui a été classée au patrimoine de l'humanité. C'est tout cela qu'il a fallu aller présenter aux experts. Jean-Robert Pitt. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de vignerons de Bourgogne qui sont vivants aussi et qui ont contribué à remettre en valeur ces climats de Bourgogne. Et c'est pour dire qu'auprès de ceux qui ont fini par prendre la décision à l'UNESCO, il a fallu raconter toutes ces histoires. Alors il a fallu raconter. Ce qui a été compliqué à l'UNESCO, c'est que, et moi je l'ai vécu en œuvrant pour le repas gastronomique des Français, c'est qu'il y a un certain nombre d'experts à l'UNESCO qui se disent mais qu'est-ce que ces Français nous embêtent avec leur gastronomie, leur vin, tout ça c'est pour vendre leurs produits et c'est pour attirer des touristes. Et donc essayer de prouver à des experts de l'UNESCO que le vin et la gastronomie, ça fait partie de la culture avec un grand C, c'était pas tout à fait évident. Et même vis-à-vis des fonctionnaires français, des différents ministères. Parce que d'abord, il fallait convaincre le gouvernement pour qu'il aille ensuite plaider l'affaire. Qui dépose les dossiers. Donc je me souviens pour la gastronomie, c'était pas simple du tout de faire admettre que le repas gastronomique est un élément majeur de la culture, au même titre que notre musique, notre langue, notre château de Versailles. Et ce qui était remarquable, c'est que les deux, la Champagne et la Bourgogne, ont obtenu ce classement alors qu'ils étaient en compétition, pensant que l'un allait l'obtenir et pas l'autre. C'était une bagarre d'ailleurs très forte entre les deux dossiers et au final, les deux l'obtiennent. Bravo. Alors, en l'occurrence, c'est donc le gouvernement, les fonctionnaires français qui portent ce dossier, mais il y a un personnage qui défend le patrimoine français, et pas seulement la langue, mais aussi ce qu'est Gouléan, le vin, en l'occurrence Bernard Pivot, qui a été le président du comité de soutien au classement de la Champagne et de la Bourgogne. Et nous sommes allés rencontrer Bernard Pivot, vous allez l'entendre. Il nous explique qu'il s'agit bien, en effet, de démontrer ce qui se passe en Bourgogne ou en Champagne à cet endroit ne peut pas se passer ailleurs. Et donc, il faut le protéger. Démonstration à faire auprès d'experts. Reportage de Stéphanie Gillon et Arnaud Fora qui ont rencontré Bernard Pivot. Le dossier de la Bourgogne était un dossier difficile de faire comprendre à des ambassadeurs étrangers, notamment de l'Orient, des ambassadeurs de Corée du Sud, d'Azerbaïdjan, de partout. Qu'est-ce que c'est que les climats de Bourgogne? C'est très compliqué. Et donc, c'était pas gagné d'avance. Hein. On n'arrive pas comme ça, les mains dans les poches, en sifflotant devant les gens de l'UNESCO. Pas du tout. Ce sont des mois et des mois de travail, de textes qui sont écrits, revus, corrigés, repris, et ainsi de suite. Non, c'est un vrai travail scientifique. On peut pas dire. Je crois que c'est. Oui, parce qu'il y a eu des experts sur place aussi. Oui, ce sont des experts. Il y a des experts en tout qui ont travaillé à ce dossier. Des experts en géologie, je vous l'ai dit, en œnologie, et ainsi de suite. Expliquer ce que c'est que les climats de Bourgogne, c'est se référer à l'histoire, à la géologie, à la géographie, et même à la poésie, puisque c'est extraordinaire, les noms des 1200 et quelques climats de Bourgogne, les folatières, les perrières, les charbes, la Romanée-Conti, etc., etc. Donc tout ça relevait à la fois de l'histoire, de la géographie, de la poésie. C'est difficile à expliquer, et surtout, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est de raconter que c'est un héritage des moines des moines du Moyen-Âge qui, au fond, ont dessiné la carte des vins de Bourgogne, et nous en sommes aujourd'hui les héritiers. Je pense que les premiers bénéficiaires
de cette attention portée sur certains territoires, parce qu'il y en a eu d'autres avant nous, les premiers bénéficiaires sont les Français. On attire leur attention sur eux, on attire leur curiosité sur eux. Et maintenant, ils vont aller en Champagne ou ils vont aller en Bourgogne en se disant « Ah oui, c'est vrai, ils sont au patrimoine. Et pourquoi sont-ils au patrimoine ?» Et donc, ils vont regarder un peu plus attentivement les paysages, ils vont s'intéresser davantage aux vignes, à la culture de la vigne, aux caves, et ainsi de suite. C'est un moment de l'histoire et de la géographie. C'est quelque chose qui, d'un seul coup, devient fixe. Vous ne pouvez plus le changer, vous ne pouvez plus le modifier. Maintenant, voilà, c'est une photographie qui a été prise de la Bourgogne en 2015, et cette photographie, maintenant, elle est quasiment immuable. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas évoluer, que la vigne va changer imperceptiblement. Les vignerons vont continuer de faire du bon vin, ils vont l'améliorer de plus en plus, mais la Bourgogne, en tant qu'entité, en tant que paysage, en tant que poésie, en tant que géographie, eh bien maintenant, elle est immuable. Immuable, la Bourgogne, en tout cas formidable Bernard Pivot, qui donc présidait le comité de soutien au classement de la Bourgogne et de la Champagne au patrimoine de l'humanité. Question d'un téléspectateur, sur quels critères, Jean-Robert Pitt, quelque chose peut-il être classé au patrimoine mondial de l'humanité ? Il faut prouver que ça a une valeur universelle. Il faut prouver que ça représente quelque chose d'important pour l'ensemble des habitants de cette planète. Et là, ça a été le cas. Vous savez bien, quand on se promène en Bourgogne ou en Champagne, il y a des touristes qui viennent du monde entier, et même ceux qui n'ont pas le privilège de venir dans la région. Il suffit de se promener partout. J'étais au Japon il y a quelques jours. Les gens boivent du champagne avec un respect infini, boivent du Bourgogne avec un respect infini, du Bordeaux, mais aussi bien sûr du Chianti, aussi du Barolo et toutes sortes de vins du monde entier. Il y a un respect pour le vin et pour les paysages qui portent le vin et pour les cultures, c'est-à-dire les gens qui font le vin. Et ça, c'est un respect universel. C'est du même niveau que l'art, que la peinture, la calligraphie, le chant. Il y a vraiment, on est là au niveau d'une œuvre d'art. On ne se rend pas assez compte quand on boit du vin. Qui vote dans ce comité? Un certain nombre de pays. Alors la liste ça change tous les ans. Donc là, il y a un certain nombre de pays qui ont... Et on pouvait assister par Internet au débat au moment du vote. C'était transparent. C'était tout à fait transparent. Et la surprise, moi j'étais très surpris, le Qatar a voté pour ces deux dossiers. Avec on ne boit pas de vin au Qatar. L'ambassadeur a dit, chacun sait que dans notre pays, nous ne buvons pas de boissons alcoolisées, mais nous savons à quel point c'est important pour les Français et pour un certain nombre de gens. Donc avec un grand sourire, il a dit, je vote pour. Donc le Qatar caresse la vigne sous le menton. Pas le menton. Oui, alors en public non, en privé je crois qu'on caresse très sérieusement. Ah bon, d'accord, en tout cas symboliquement, puisqu'ils ont voté pour Absolument. la Bourgogne. Et on les remercie beaucoup. Vous qui connaissez les vins du monde entier, aujourd'hui, quels sont les autres grands crus dans le monde qui pourraient ou qui devraient peut-être rejoindre ce patrimoine, où on cultive le vin de la vigne depuis très longtemps? Depuis très longtemps, qui ne seraient pas encore classés, il y en a un certain nombre, effectivement. Mais c'est difficile peut-être de les citer. Et qui rivalise alors, je dirais, ailleurs qu'en France, avec les grands crus, nos grands terroirs? Ça va être mon avis. Hein. Mais je vous en prie, par exemple, les grands vins du Valais, pour rester assez proches, qui d'ailleurs, je crois, une partie est classée au patrimoine de l'UNESCO. Donc en Suisse. Le Lavaux est classé. Le Lavaux, la Moselle, c'est sur schiste. Vous avez des très grands vins. On commence à avoir des effets terroirs sur certaines parties de l'Oregon, aux États-Unis. Il y a quelques vignerons. On pourrait qui imaginer travaillent qu'un jour, les très belles vignes oui. de Californie soient classées aussi? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez un vignoble merveilleux qui commence à produire du vin, qui est le vignoble japonais, qui est un vignoble qui a 1200 ans, qui est une merveille en pergola. C'est un des plus beaux paysages du monde au pied du mont Fuji. C'est vraiment un des paysages les plus extraordinaires du monde. Oui, parce que les Japonais ont même réussi à passer devant les Écossais dans la compétition dans les meilleurs whiskies du monde. Oui, alors on fait du bon whisky au nord du Japon, à Hokkaido, depuis l'époque Meiji, depuis la fin du 19e siècle, dans un terroir absolument superbe, aussi avec des eaux remarquables. Tout est possible. Vous savez, aujourd'hui, la mondialisation fait qu'un certain nombre d'éléments de la culture qui apparaissaient vraiment ancrés dans un petit territoire sont aujourd'hui partagés par le monde entier. Et ça, c'est extraordinaire.
Les pâtes sont arrivées de Chine parce qu'on voyageait, non, on faisait des pâtes en Italie, mais il y a des échanges. C'est une légende urbaine. Ah oui, c'est une grande légende, ça. Grande légende. Sans vouloir être trop franchouillard et franco-français, moi je pense qu'en France, il y a aussi d'autres régions, vous entendez mon accent, il y a d'autres régions qui mériteraient aussi d'avoir cette... Derrière Montpellier, là, du côté du Pic Saint-Loup, par exemple. Autour de Montpellier, de Montpérou, de Saint-Chinian, le merveilleux terroir de Banyuls, la haute vallée de la Glie et du Verdouble, qui sont des terroirs fabuleux avec des paysages, des châteaux cathares au-dessus, etc. Un passé viticole des Romains et même avant les Romains, quoi. Donc, je veux dire, il y a ce classement de la Bourgogne et de la Champagne, je pense, fera des émules, je l'espère, et contribuera aussi à dynamiser d'autres régions viticoles et à les faire valoir. Mais alors, Olivier Pouls, qu'est-ce qu'on va y gagner? Enfin, qu'est-ce que ceux qui ont obtenu ce classement peuvent y gagner? Alors concrètement, il ne va pas se passer grand-chose demain dans le vignoble. On va continuer à faire du vin en Bourgogne et en Champagne de la même manière, bien évidemment. Ça met le projecteur sur deux régions qui, voilà, dans le monde entier aujourd'hui, vont être mises à l'honneur. On va parler d'eux, on en parle. Ça va tirer du tourisme. C'est vrai que le no-tourisme, grande tendance actuelle, risque d'exploser dans ces régions. Vous avez des gens du monde entier qui vont vouloir aller voir, aller toucher ces fameux climats de Bourgogne. Et c'est d'ailleurs ce que je vous engage et ce que j'engage tout le monde à faire. C'est comme ça qu'on la comprend, la Bourgogne. C'est en regardant, voilà, toutes ces petites parcelles les unes à côté des autres, voir que effectivement la couleur de la terre n'est pas exactement la même d'un mètre à l'autre, que l'orientation n'est pas la même, que les couloirs de vent sont différents. Les gens vont y aller encore plus. Avec la Bourgogne est déjà une région qui touristiquement tourne plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ça va certainement drainer un intérêt supplémentaire pour ces régions. Alain Razin. Oui, je voudrais rajouter quelque chose. On parle beaucoup des climats, et c'est les climats qui ont contribué à ce classement. Mais il ne faut pas oublier que ce petit peuple bourguignon, je dis le petit peuple parce que vous l'avez signifié sur 60 km de long, à peu près, ces gens-là ont inventé énormément de choses en œnologie. Ils ont inventé le pigeage bourguignon. Ils ont inventé le pigeage bourguignon. C'est pas le pigeage des Égyptiens ou des Lagardes du Portugal. Ils s'immergent totalement dans la cuve jusqu'au bout. Déshabillés, bien évidemment. Ah oui. Ils regroupent la vendange et ils l'enfoncent ensuite avec leurs pieds. Ça, c'est le pigeage bourguignon qui permettait d'obtenir une couleur respectable avec du pinot noir, qui est un cépage avare en couleur. Ils ont inventé le vieillissement des blancs en barrique, l'élevage des blancs en barrique, le bâtonnage. Ils ont inventé la thermovinification. Ils ont inventé la macération préfermentaire à froid. Petit peuple, peu nombreux, mais grands par le talent. Formidable. Donc, les autres terroirs que vous avez cités bien sûr, il y a eu leur doivent beaucoup, alors. Oui, non, mais il y a des choses qui se sont passées ailleurs, et des grandes choses mais aussi. Alors, Jean-Robert Pitt, si vous me permettez, puisqu'on parle de tourisme, une des grandes expériences qu'on peut faire, c'est de boire le vin dans le paysage avec le vigneron. Ça, moi, j'ai fait ça très souvent avec mes étudiants. On y arrive, ça ? Mais bien sûr, bien sûr. Il a le temps, le vigneron, de nous accueillir. Bien sûr, il y a plein de vignerons qui prennent le temps. Je peux vous assurer que dans tous les vignobles du monde, vous trouvez des vignerons qui vous accueillent, mais boire leur vin avec eux dans le paysage, ça c'est une expérience géographique et culturelle extraordinaire. Catherine Gélasto, vous arrivez à réaliser ça avec vos clients? Oui, bien sûr. Heureusement qu'il y a des vignerons qui nous accueillent avec bonheur, qui nous consacrent du temps, qui sont heureux de recevoir, d'expliquer leur vin, de parler de cette histoire. Les gens raffolent des histoires sur le vin. Oui, il y en a. Et c'est le vigneron en personne qui vous reçoit. C'est pas un représentant lambda. Vous qui êtes au contact direct de ceux qui boivent et qui essayent de boire bien, c'est-à-dire pas énormément, mais du vin de qualité et de savoir le savourer et le reconnaître. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, les Français boivent moins d'alcool et boivent moins de vin? La consommation de vin baisse. On buvait beaucoup, mais ce n'était pas du tout les mêmes taux d'alcool. Donc il faut quand même remettre les choses un petit peu dans le contexte. Mais si on reste sur les 30 dernières années, on boit moins, mais on boit mieux. Il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent au vin. Il y a de plus en plus de cours de dégustation, etc. Moi, j'étais toute seule il y a 12 ans. Et là, maintenant, vous tapez sur Internet, il y en a pléthore. Donc il y a un véritable intérêt. Vous faites des cours de dégustation? Oui, bien sûr.
tout à fait. C'est le vin aliment a c'est disparu. énorme cet engouement pour le vin, mais sa qualité, on a envie de comprendre. Alors, est-ce que c'est un manque de convivialité par ailleurs, un manque de regroupement familial qui fait qu'on retrouve ce partage autour du vin ailleurs, entre amis ou même entre onophiles sans forcément se connaître? En tout cas, il y a un véritable engouement. Vous expliqueriez le goût pour le vin qui perdure tout de même par le fait que comme on est moins en famille parfois, on essaye de se retrouver. On partage moins de repas, on mange avec beaucoup à la paille, dans un carton, dans un coin, dans un aéroport, etc. Le vin, c'est la convivialité. Oui, enfin, moi j'adore le vin. C'est un lien social. C'est un vrai. À tel point qu'à Vinexpo, il y a quelques années, ils avaient cherché une phrase un petit peu percutante et ils avaient donné, en termes de vin, le lubrifiant social. Oui. Donc ça avait quand même marqué les esprits. C'est Jean Clavel qui avait imaginé cette quand phrase, même un peu ça. Mais il y a quand même quelque chose aussi qui contribue malheureusement à faire baisser la consommation, c'est le décompte des calories. Et là, malheureusement... 30 calories le verre. Mais oui, mais... Alors, il y en a malheureusement... Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je veux vous dire que on a tellement peur de grossir qu'on n'ose plus de boire. La civilisation, voilà, du bien-être, de la ligne, je dirais, parfaite, etc., font que il y a certaines personnes qui font une comptabilité sérieuse de tout ce qu'ils mettent dans leur assiette et dans leur verre. Malheureusement, je dirais, parce que ça, c'est une Ils meurent très jeunes, ces gens-là. Ils meurent très jeunes. Et triste, en plus, et ils meurent tristes. C'est quand même la pire des choses. Non, attendez, il y avait quand même un objectif d'éducation sanitaire que la loi Evin a essayé d'instaurer, alors que le Conseil constitutionnel vient d'interdire, le ministre de l'économie avec la loi Macron, vient d'interdire le fait qu'on puisse refaire de la publicité un peu plus sur le vin. Jean-Robert Pitt. C'est un peu plus compliqué. Il se trouve que c'est un cavalier qui a été ajouté à la loi Macron et le Conseil constitutionnel a dit ce cavalier, comme un certain nombre d'autres qui avaient été ajoutés au dernier moment, n'est pas anticonstitutionnel, mais il n'a aucun rapport avec l'objet même de la loi, donc il faudra repasser. Il n'a pas aimé la technique, c'est tout. Voilà, il n'a pas aimé la technique, mais j'espère que le gouvernement, et à mon avis, dans la mesure où le président de la République a inauguré pour la première fois Vinexpo cette année, c'est quand même un geste très très fort à l'égard des vignerons et à l'égard de la consommation du vin. J'espère qu'un petit texte de loi sera voté unanimement par l'Assemblée nationale et par le Sénat, autorisant la publicité informative autour de ce qu'il y a dans une bouteille de vin, parce qu'il n'est pas normal, c'est pas comme les paquets de cigarettes. Bientôt, on va avoir des paquets de cigarettes totalement anonymes. J'espère qu'on continuera à avoir des étiquettes sur les bouteilles de vin indiquant quel est le produit qui est à l'intérieur. C'est dramatique, oui, en effet, si ça disparaît. Oui, mais c'est parce que ce qui est la merveille du vin, c'est aussi cette diversité. C'est que dans la mondialisation, on a l'impression que la mondialisation uniformise la totalité des productions des hommes sur la Terre. Pas du tout. En matière de vin, au contraire, la mondialisation entraîne une diversification toujours plus grande. Et cette diversification qui est une richesse fantastique, il faut pouvoir la comprendre, la connaître, l'apprécier. Donc les étiquettes sont clés. Voilà. Et que les gens apprennent à consommer raisonnablement, boire mieux, comme vous le disiez, boire mieux, plutôt que beaucoup. On buvait 150 litres au début du XXe siècle par personne et par an en France. Aujourd'hui, on boit 50 litres en moyenne, ce qui reste pas mal quand même. Oui, enfin, c'est le taux le plus important avec les luxembourgeois qui en boivent 4 litres de plus que nous. Mais c'est très très raisonnable. Malheureusement, il y a 40% de Français qui ne boivent jamais de vin. Donc j'aimerais les éduquer, ceux-là. Sauf si leur religion leur... Je voudrais juste revenir sur les deux terroirs qui ont été classés. On a parlé beaucoup des climats de Bourgogne, il faut qu'on parle aussi du champagne, c'est peut-être le vin le plus connu au monde, le champagne. Le champagne, c'est certainement le vin le plus connu au monde. En tout cas, pour nous Français, celui qui était le mieux exporté aujourd'hui. Et en tout cas, donc, à peu près la moitié de la production de la bouteille de champagne part à l'export. La Champagne, contrairement à la Bourgogne, c'est autre chose. C'est une production qui est, j'allais dire, c'est le prof d'œnologie qui parle, hautement industrielle. Elle l'est devenue. Ça veut dire quoi, industriel? Industriel, ça veut dire que le vin doit beaucoup au coup de patte de l'homme. On parlait des terroirs au niveau de la Bourgogne. La Champagne a des terroirs. Les Champenois savent très bien quelles sont les meilleures situations. Il y a des crus classés 100%, etc. Mais il y a dans ce produit un effet de la transformation du raisin en vin, et notamment au cours de la seconde fermentation, et du vieillissement sur latte, puisque les grands champagnes peuvent vieillir
longuement dans les caves. Ils ont des caves merveilleuses d'ailleurs, et ça aussi, ça a contribué au classement de la Champagne. Les caves de Reims, d'Épernay, puis autour d'Épernay. Oui, les crayères, qui sont magnifiques. Mais il y a eu l'invention donc de la champanisation, de cette prise de mousse, de cette seconde fermentation en bouteille, spécifique à la Champagne, qui permet de transformer un raisin qui, au départ, est relativement, j'allais dire, inodore, incolore, etc., parce qu'il est produit en quantité quand même raisonnable. Et de l'autre côté, au bout de cette élaboration assez sophistiquée, on a des produits merveilleux. Et ça date de quelle époque Le père Dom Pérignon. Alors, on prête évidemment ou alors les gens de Limoux, au père Dom Pérignon l'invention. Ce n'est pas lui, on le sait aujourd'hui, qui a inventé la méthode champenoise. Il s'est visiblement inspiré lors d'un voyage du côté de Limoux. C'est la veuve Clicquot, alors, si c'est pas le... Non, c'est vraisemblablement à Limoux, donc bien plus au sud, qui est née la manière de vinifier effectivement avec cette seconde fermentation en bouteille. Ce qu'a fait Dom Pérignon, c'est qu'il l'a affiné. C'est quelle époque Dom Pérignon, c'est l'exact contemporain de Louis XIV. Donc c'est XVIIe siècle. Il est mort en 1715. C'est à l'abbaye d'Auvilliers. Et là-bas, effectivement, il invente autre chose. Effectivement, ça rejoint ce que dit Alain. Il invente surtout le concept d'assemblage, c'est-à-dire l'anti-Bourgogne. On parlait de ces climats avec ses spécificités. La Champagne, c'est un assemblage, c'est un vin d'assemblage. Dès le XVIIe siècle. Oui, parce qu'il a compris qu'effectivement, tous les raisins provenant des différentes parcelles avaient des goûts différents. Et avec les forces des uns et les faiblesses des autres, il arrivait à faire un produit qui était meilleur à lui-même que chacun des autres constituantes réunies. Alors précisément, nous allons en image maintenant en Champagne. On va retrouver ces vignobles de Reims, d'Épernay, et même l'avenue du Champagne dans la ville d'Épernay, véritable Champs-Élysées de cette ville, où siègent les grandes maisons historiques du Champagne, qui elle aussi a été couronnée par ce classement mondial au patrimoine de l'humanité. Épernay, vous l'avez cité à l'instant, c'est une ville qui se visite, vous allez le voir, en souterrain, dans les caves précisément, où il y a la deuxième fermentation. Reportage, Stéphanie Gillon, Arnaud Fora. On vient du bout du monde pour la visiter. Alors, messieurs, dames, on va rentrer par ici, s'il vous plaît, pour le début de la visite. À 30 mètres sous terre, dans l'une de ces fameuses crayères datant de l'époque gallo-romaine, la cave la plus visitée de Champagne. Vous avez ici une des dernières bouteilles du premier brut de Champagne créé à l'époque par Madame Pommery. 18 km de galeries qui abritent un trésor de plus de 20 millions de bouteilles. Un lieu de production aussi. Dans les bouteilles, les levures vont manger le sucre, le transformer en gaz et en alcool. Où le vin côtoie l'art contemporain. Vous verrez donc sur notre parcours un certain nombre d'œuvres contemporaines de l'exposition actuelle, mais aussi des expositions précédentes. Ah ben c'est impressionnant, tout à fait, oui. Impressionné par la hauteur, le nombre de bouteilles. Le fait de visiter une cave, c'est aussi une sorte de musée, c'est un musée vivant. Un musée vivant qui, grâce à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, devrait voir son nombre de visiteurs sensiblement augmenter cette année. La fréquentation qui est déjà importante au domaine Pommery, elle ne va aller que d'une voie exponentielle, c'est évident. Un site classé par l'UNESCO qui n'a pas vu son augmentation de visiteurs. Alors pourquoi pas la Champagne? Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être venir nous visiter, qui ne nous connaissent pas et qui demain, cette fois-ci, nous connaîtront mieux et nous connaissons mieux, bien sûr, achèteront nos produits. Donc quelque part, j'irais par voie de ricochet, ça ne peut être que bon pour nous, pour notre marque et pour la Champagne tout entière. À une trentaine de kilomètres de là, l'avenue de Champagne à Épernay, également entrée au patrimoine mondial. Une sorte de Champs-Élysées, version champenoise. Sur près d'1 kilomètre, une enfilade d'hôtels particuliers au nom des grandes maisons. Et face à l'une d'entre elles, actuellement en travaux, la mairie. Donc on voit qu'ils sont en train de refaire toute la cour. C'était une cour avant en gravillon assez ordinaire. Là, ils passent en pavage un peu partout. Même la statue de Dom Pérignon a été cerclée de plastique pour la protéger, puisque c'est sûrement l'un des endroits les plus photographiés à Épernay. Ils refont un centre de visite, une nouvelle boutique, accessibilité pour les touristes. Ça, c'est un établissement qui va réouvrir au 1er octobre prochain et qui a vocation à accueillir entre 150 et 200 000 touristes par an.
Donc c'est dire que les maisons sont fortement investies dans l'objectif du développement touristique et évidemment ça profitera très directement à la ville d'Épernay. Depuis début juillet, des calicots estampillés patrimoine mondial ornent l'avenue pour le plus grand bonheur de Pierre Cheval. Bonjour. Ce viticulteur s'est battu pendant 10 ans pour défendre le dossier et fourmi d'idées pour la ville. En dessous, c'est une ville sous la ville. Ah bon Hein, et il y a des millions de bouteilles de champagne qui sont travaillées en ce moment en dessous. Et d'ailleurs, dans un futur proche, on va essayer de montrer aux visiteurs ce qui se passe en dessous avec un système de périscope inversé. Vous regardez dedans et vous voyez ce qui se passe en dessous. Des périscopes inversés, mais aussi des projets hôteliers, de nouvelles chartes urbanistiques pour attirer les touristes qui, de la Champagne, ne connaîtraient que le vin. Le but, c'est de compléter l'image symbolique du champagne que l'on a tous en tête, la fête, la joie, de la compléter en soulevant un peu le rideau du théâtre pour montrer comment ça se passe, pour montrer comment ça se fait, pour montrer les lieux, les endroits, les caves, le travail des hommes et des femmes. Le but, c'est cela, d'avoir une vision plus globale et donc plus assurée de l'image du Champagne. Mondialement connue, mais peu touristique, la Champagne espère faire aussi bien que la cité épiscopale d'Albi, qui, après avoir été classée à l'UNESCO, a vu son nombre de visiteurs bondir de 30%. Oui, alors c'est quand même, Olivier Pouls, un grand paradoxe, c'est que le Champagne est peut-être le vin le plus connu au monde, et pourtant on visite moins la Champagne que la Bourgogne, le Côte-du-Rhône, dont on n'a pas parlé d'ailleurs, ou l'Alsace. Comment ça se fait, ce paradoxe? Tout d'abord parce que la Bourgogne, la vallée du Rhône ou l'Alsace sont directement placés sur des axes, on va dire, de transhumance estivale, par exemple. Voilà, quand vous descendez du nord de la France, de la Belgique, par exemple, vous passez par la Bourgogne, vous passez par la vallée du Rhône. Pourquoi pas, quand vous descendez d'Allemagne, par l'Alsace. C'est vrai que la Champagne, proche de Paris, est un petit peu plus isolée, il faut y aller. Et c'est vrai qu'elle n'a pas toujours eu, alors même si le vin a cette rayonnance internationale mondiale, elle-même en tant que telle n'a pas toujours eu peut-être cette image d'accueil, en tout cas. En Bourgogne, il suffisait de s'arrêter, d'aller frapper à la porte d'un vigneron, on y passait l'après-midi, on sortait avec des bouteilles sous le bras. Ce n'était pas forcément le cas en Champagne, où pendant très longtemps, la domination des très grandes maisons, un peu fermées d'ailleurs, ont peut-être fait fuir les touristes. Mais c'est en train de changer. Alors, question qu'on nous a adressée par SMS, qui boit le plus de champagne, les Français ou les étrangers, Catherine Agilesto? Alors, les Français en boivent pas mal. C'est la Grande-Bretagne qui importe le plus de champagne. Ah oui, les Britanniques sont les plus grands consommateurs de champagne. Les États-unis, ils sont pas mal non plus. Ouais. Mais nous, on consomme 50%, je crois, de notre production, à peu près. Sur les 307 millions de bouteilles, 145 millions par an, on en consomme à peu près la moitié, quoi. Attendez, pardon, vous avez dit... J'ai dit sur les 307 millions, je crois, de bouteilles produites par an, on en consomme, non, peut-être pas la moitié, ça ferait 145 millions à peu près à l'export. Oui, on consomme à peu près la moitié. Donc c'est 50-50, à peu près 50 en France et 50 à l'export. Et il y a une croissance aussi à l'est de la France, ce qui est une conséquence lointaine de la défaite de Napoléon en 1815, puisque quand les Alliés sont arrivés en Champagne, ils ont dévalisé les caves, et Claude Mouette, qui était le propriétaire à l'époque de la maison qui est devenue Mouette et Chandon, a dit « aucune importance, ce sont de futurs clients ». C'est vrai que les Allemands, les Russes, les Autrichiens sont de très très bons clients de la Champagne. Donc ce monsieur, c'est l'époque de Napoléon il avait bien pensé. Pendant l'occupation également, dans les années 40, ont singulièrement fait baisser le stock de champagne dans les caves. Quoi. Oui, mais ils ne payaient pas. Leurs successeurs... que certains payaient, oui. Alors, il y a aussi cette méthode champenoise. Elle est dupliquée, si j'ose dire, ailleurs. Les Italiens font du spumante, on fait du champenois ailleurs, oui. ou du vin qui fermente ailleurs. L'exemple italien n'est peut-être pas le meilleur à citer parce que les Italiens font beaucoup de cuves closes. Et parmi leurs appellations, le Prosecco par exemple, qui est leur appellation un peu fétiche, n'est pas vinifié avec la méthode champenoise. Alors que dans d'autres régions, je pense en particulier à l'Espagne, les cavas dans le Penedès, où on a une production de vin effervescent qui, pour les deux principales maisons
qui sont Codornier, pour ne pas les citer, et puis Freixenet, on a une production avec ces deux seules maisons qui est à peu près l'équivalent des 2 tiers de la Champagne. Mais c'est la même technique. Et c'est la même technique, à tel point que les Catalans à l'époque avaient appelé ça Champagne, avec un X, la prononciation, et le N avait la tilde à la fin. Mais il y a eu un procès, et donc aujourd'hui, la méthode champenoise n'a plus le droit d'être utilisée ailleurs. Olivier Poultz. C'est vrai qu'il faut bien dire que la Champagne s'est beaucoup battue contre les contrefaçons, parce que cette marque Champagne était tellement forte, tellement magique au XXe siècle, que évidemment ça a attisé les convoitises du monde entier. Et effectivement, les Espagnols, cette méthode n'était pas la propriété de la Champagne. Cette méthode, elle est très simple. C'est ce qu'on appelle la 2e fermentation en bouteille. Pour faire très simple et rapide, on élabore du vin normalement. On fait un vin blanc classique, tranquille. Ensuite, on réintègre dans la bouteille un peu de levure et un peu de sucre. Au moment où ces levures mangent le sucre, il y a un dégagement de CO2 et le vin devient effervescent. Ça, on peut le faire n'importe où. Les Américains le faisaient et l'appelaient Champagne aussi, d'ailleurs. Ah oui. Et la Champagne s'est battue dans le monde entier contre ces contrefaçons pour obtenir le fait qu'il n'y ait qu'en Champagne et uniquement en Champagne qu'on puisse appeler ce vin effervescent Champagne. Mais le cavas espagnol, c'est exactement la même chose. Mais il ne vient pas du même endroit. Alors, vous vouliez être franchouillard tout à l'heure, je vais l'être à votre place et poser la question qui tue, si j'ose dire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire d'un aussi bon produit que le champagne ailleurs qu'en Champagne? Jean-Robert Pitt. Oui, moi j'ai bu des vins effervescents en Nouvelle-Zélande à base de chardonnay, absolument remarquables, fait par des champenois d'ailleurs, implantés en Nouvelle-Zélande. Donc il ne s'appelle pas champagne, c'est vin effervescent. Mais il est aussi bon que le champagne. C'est très bon vin, oui. C'est ce qu'on appelle quoi, les créments faits ailleurs? Oui, on peut les appeler créments, sparkling wine en anglais, mais peu importe le nom. L'idéal, ce serait que ces vins portent le nom de l'endroit d'où ils viennent. Le champagne porte le nom de la région d'où il vient. Il faut que la lutte contre la contrefaçon, qui est une invention française avec la loi sur les appellations d'origine contrôlée dans les années 30, c'est quelque chose de très important pour l'avenir du vin dans le monde. Il faut que le vin porte le nom de l'endroit d'où il vient. Il n'est pas normal qu'on ait produit du cognac en Russie, que nous ayons produit du Tokay, je vous le signale, en Alsace jusqu'à une date récente. Oui, alors c'est hongrois le Tokay, c'est ça? Oui, c'était un nom de cépage qui est le Pinot Gris aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison qu'on fasse du vin s'appelant Tokay en France. Catherine Agelasto, qu'est-ce que dit la sommelière de ces comparaisons de créments? Il n'y a pas de raison, effectivement, pour ne pas réussir à faire de très bons vins effervescents, on va appeler ça comme ça, ou effervescents, ou pétillants. Des mousseux, en fait. Dans l'arborescence, c'est un vin mousseux, le champagne. Donc, à partir du moment où on a un bon terroir et qu'on pratique la bonne méthode, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas des bons vins. Il y aura une caractéristique différente. Alain Razing? Non, simplement pour dire, parce que la Champagne est révélateur quand même de ce qu'on appelait le copillage, ce qu'Olivier a dit tout à l'heure, c'est que la France a essaimé un peu partout dans le monde sa technique, ses cépages, la barrique également, et Bordeaux en particulier. Le modèle bordelais, on n'a pas trop parlé de Bordeaux, mais le modèle bordelais a été copié. La Bourgogne a été difficilement copiée, parce qu'il se trouve que un cépage bourguignon est difficile à copier, c'est le Pinot Noir. Le Chardonnay, lui, s'exporte très bien, mais le Pinot Noir... Le Pinot Noir, c'est le cépage d'origine du rouge bourguignon. Une grande et connue maison de Champagne qui est Moët et Chandon, produit dans le monde entier, sous le label Chandon, des vins effervescents de même type que celui qu'ils produisent en Champagne, en Amérique du Sud, en Australie et maintenant en Chine, puisque Chandon est présent en Chine à partir évidemment de vignes locales et de techniques qui sont rigoureusement les mêmes que celles qu'ils utilisent en Champagne. Alors on va aux questions SMS et Internet de C'est dans l'air. Première question, les changements climatiques ne vont-ils pas mettre en danger de nombreux vignobles français? Est-ce que la canicule de cet été, par exemple, est une angoisse ou une inquiétude pour les vignerons? Oui et non. Le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas ce qui va se passer. On a déjà des perspectives. Un certain nombre de mes collègues encadrent des thèses sur le réchauffement climatique et on essaye de voir un petit peu comment on va pouvoir franchir ces étapes de réchauffement d'environ 2 degrés sur à peu près une 50aine d'années. On essaye d'acclimater de nouveaux cépages qu'on va retrouver plus au sud, en Espagne ou en Afrique du Nord, par exemple. Et on va voir si, avec ces nouvelles variétés, on pourra franchir un certain nombre, je dirais, d'écueils liés à cette... Mais est-ce que vous la redoutez? On peut la craindre. C'est pas pour aujourd'hui, mais on peut la craindre. Est-ce que vous le redoutez? On peut le craindre. On arrive à faire encore de très grands vins sous des climats subtropicaux. Et
on pense à l'Australie, on pense à certains climats de Californie, par exemple, on pense à l'Espagne. Ils arrivent à faire de grands vins en Ribera del Duero ou du côté du Penedès ou du côté du Priorat, avec des climats qui sont quand même autrement plus chauds que les nôtres. Une chose est sûre, on n'a jamais fait autant de bons vins que maintenant, et qu'un millésime comme celui qui est en train de se profiler 2015, sauf accident climatique, sera un très beau et un très grand millésime. Donc réjouissons-nous de ce réchauffement climatique qui permet chaque année, depuis maintenant une vingtaine d'années, de récolter des raisins mûrs. On ne chaptalise plus aujourd'hui en France. Sans chaptaliser. On ne chaptalise plus aujourd'hui. Sauf s'il y a grêle ou orage trop fort derrière. Évidemment, ça c'est toujours un impondérable. Autre question, cette année sera-t-elle une bonne année pour nos viticulteurs? Vous venez d'y répondre. C'est bien parti. C'est vrai que la vigne aime la chaleur. Elle a besoin de temps en temps d'une petite pluie. Je pense que c'est en train de se profiler là pour les jours ou les semaines qui viennent. À part évidemment un accident de type grêle, mais qui peut être ponctuel. Je pense qu'on est globalement bien parti. Mais ne vendons pas la peau de l'ours. Tout peut encore arriver. Tout va se jouer au moment des vendanges. Si le mois de septembre est catastrophique, on sera passé à côté. Mais si c'est beau, ce sera pas mal. 2015. Là, il y a quand même des vignes qui ont un peu souffert. Moi, j'ai eu pas mal de vignerons avec la canicule. Avec la canicule. Il n'y a pas vraiment. Il y a du stress hydrique, donc on va manquer de jus, peut-être d'acidité. Bon, c'est encore trop tôt, puisqu'on faisait référence à Henri Jaillet. Attendons les 30 jours avant les vendanges. Certains ont déjà vendangé, donc pour le coup, les 30 jours sont passés. Ah oui. Mais certaines vendanges ont commencé. Ah bah Fitou, hein. Oui, Fitou, le Roussillon. Ils ont déjà mangé. Pour les muscats, par exemple. Alors, autre question. Quel est le vin préféré des Français, Jean-Robert Pic? Les Français boivent d'abord du vin français, ils boivent très peu de vin étranger, donc ça c'est déjà une chose. Ils sont un peu trop chauvins, je pense qu'ils devraient aller un peu plonger leurs papilles dans d'autres breuvages que les vins français, parce qu'il y a des choses très intéressantes et parfois très bon marché à l'étranger. Je dirais que en France, les Français boivent du champagne les jours de fête, bien entendu. Il y a des vignobles qui, je trouve, ne sont pas assez connus des Français. On parlait du vin d'Alsace, le vin d'Alsace. Mais quel est alors le vin qu'ils ont le plus, je dirais? Bordeaux, incontestablement. Beaucoup de Français qui invitent des amis un soir sortent une bouteille de Bordeaux sans trop se poser de questions. Alors dans la région. En Bourgogne, par exemple, on boit du Bourgogne, en Côte-du-Rhône, on boit les Côtes-du-Rhône. Les gens sont très très chauvins sur la provenance. Et dans le Jura, hélas, le vin est bu à 80% en Franche-Comté, alors que il n'est pas assez connu, alors qu'il est très assez connu. Ce sont des vins merveilleux qui gagneraient à être connus, à être exportés. Et malheureusement, ils ne le sont pas. Autre question. Nos viticulteurs doivent-ils craindre la concurrence des Chinois, des vins chinois? Vous les avez cités tous les deux. Moi, ce qui me concerne, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je forme à peu près 50% de mes étudiants étrangers. À Montpellier, à Montpellier, oui, à l'école d'agronomie de Montpellier, j'ai une promotion avec à peu près 50%. Vous êtes en train de préparer nos concurrents, alors? Alors, c'est la question que je me pose. Je suis moi-même vigneron, et donc ça fait quand même 40 ans que je me la pose, ou presque, cette question. Donc, c'est quelque chose qui est viscéral chez moi, de me dire, est-ce que cette formation de vigneron extérieur va nous nuire ou pas? La réponse, elle est très simple. Si ce n'est pas moi qui les forme, ce seront les Américains, ce seront les Australiens, ce seront les Italiens ou les Espagnols. Mais est-ce que les vins qu'ils produisent, parce que c'est ça votre question, doivent nous inquiéter parce qu'ils seraient tellement bons qu'un jour ils vont nous inonder? Non, parce que les étudiants qui passent dans nos écoles ont une formation française et prennent avec cette formation, prennent notre culture, prennent notre savoir-vivre, notre façon de concevoir le vin. Ce qui était consacré là, c'est 2000 ans d'histoire. Les Chinois ne les rattraperont pas en une décennie ou en 2 décennies. La Chine produira peut-être un jour de très grands vins, mais ce seront nos enfants ou nos petits-enfants qui les goûteront, pas nous. Mais les Chinois ont le temps, on dirait. Oui, mais ils sont très pressés. Ils ont planté beaucoup ces dernières années. Ils veulent aller très vite. Ils ont investi beaucoup d'argent, mais on ne fait pas de la vieille vigne en 5 ans. Autre question. Comment se fait-il que notre champagne soit connu et réputé partout dans le monde? Ça vient d'où, Jean-Robert Pic? Parce que les maisons de champagne ont fait un énorme effort de faire savoir. Ils ont du savoir-faire incontestablement, qui se perfectionne toujours actuellement, mais ils ont un don extraordinaire. Ils ont investi beaucoup d'argent dans le faire savoir. Et quand vous achetez une bouteille de champagne, eh bien, vous savez qu'une partie du prix de cette bouteille, ce sont les publicités, ce sont les emballages, ce sont le marketing. C'est le marketing, c'est toute la communication autour du vin. Mais après tout, pourquoi pas? C'est bien, on le voit pour les automobiles ou pour n'importe quoi, c'est bien de fabriquer les choses, mais si on veut les vendre, il faut faire savoir. Il faut faire connaître la qualité du produit. Autre question, peut-on considérer que les viticulteurs sont privilégiés par rapport aux éleveurs aujourd'hui? Les viticulteurs ont connu des années noires.
Les années 70, on en a parlé tout à l'heure, hein, il y a eu des années vraiment très difficiles. La roue tourne. On a parlé de la Champagne. À une époque, en Champagne, c'était les producteurs, c'était les céréaliers, etc., qui étaient bien en vue par rapport à ceux qui étaient dans les coteaux et qui tiraient la langue. Donc, bon. Et il y a encore des vignerons aujourd'hui qui ont beaucoup de mal à boucler leur fin de mois et qui ne vendent pas leur vin. Oui, malheureusement. Dans tout le sud. Y compris en Bourgogne. Alors, si j'ose dire, champagne pour tout le monde. Merci à